En 1969, un cas à la Cour d'affaires du Minnesota a impliqué un homme nommé Jérôme Daly, qui recusait la saisie de sa maison par la banque qui lui avait fait le prêt pour l'acheter. Son argument était que le contrat d'hypothèque exigeait que les deux parties, lui et la banque, aient chacun établi une forme légitime de propriété pour l'échange. Dans le jargon légal, ceci est appelé contrepartie. M. Daly expliqua que cet argent n'était pas, en réalité, la propriété de la banque, car il était créé à partir de rien au moment de la signature d'accord du prêt. Vous rappelez-vous de ce que Modern Money Mechanics déclare à propos des prêts? Ce qu'ils font, lorsqu'ils accordent un prêt, est d'accepter des obligations en échange de fonds. Les réserves sont inchangées par la transaction d'un prêt, mais déposer des fonds constitue un ajout au total des dépôts du système bancaire. En d'autres termes, l'argent ne provient pas de leur actif existant. La banque invente simplement, ne mettant en jeu rien du tout, hormis son obligation théorique sur papier. Alors que le jugement du litige progressait, M. Morgan, le président de la banque, déposa son témoignage et dans le mémorandum personnel du juge, il rappela que le plaignant, le président de la banque, admit qu'avec la participation de la Réserve fédérale a créé de l'argent ou des avoirs sur ses livres comptables. L'argent et les avoirs ont vu le jour lorsqu'ils les ont créés. M. Morgan admit qu'aucune loi des États-Unis n'existe lui donnant le droit de le faire. Une contrepartie légitime doit exister et être remise pour entretenir l'obligation. Le jury n'a pas trouvé de contrepartie légitime et approuve. Il ajouta aussi, poétiquement, « Seul Dieu peut créer quelque chose de valeur à partir de rien. » Et sur cette révélation, la Cour rejeta la demande de saisie de la banque. Et Daly garda sa maison. Les implications de la décision de cette Cour sont immenses, car à chaque fois que vous empruntez de l'argent à une banque, que ce soit pour une hypothèque ou une facture par carte de crédit, l'argent que l'on vous donne n'est pas seulement contrefait, il est illégitime comme forme de contrepartie et par conséquent annule le contrat de remboursement, car la banque n'a jamais été en possession de cet argent. Malheureusement, de telles jurisprudences sont supprimées et ignorées, et le jeu du transfert perpétuel de biens et de la dette perpétuelle continue. Ce qui nous amène à l'ultime question. Pourquoi? Pendant la guerre civile américaine, le président Lincoln contourna les prêts à fort taux d'intérêt offerts par les banques européennes et décida de suivre ce que les pères fondateurs préconisaient, qui était de créer une monnaie indépendante et intrinsèquement sans dette. Elle a été appelée la Greenback. Peu après que cette mesure fut prise, un document interne circula entre différents intérêts banquiers anglais et américains, déclarant « L'esclavage n'est autre que la possession du travail et porte avec lui le soin des travailleurs, alors que le plan européen est que le capital doit contrôler le travail en contrôlant les salaires, ce qui peut être fait en contrôlant l'argent. Il n'est pas bon d'autoriser la greenback, car nous ne pouvons la contrôler. » La politique de réserve fractionnaire perpétrée par la Réserve fédérale, qui s'est répandue en pratique dans la grande majorité des banques dans le monde, est en réalité un système d'esclavage moderne. Pensez-y. L'argent est créé à partir de dettes. Que font les gens lorsqu'ils sont débiteurs? Ils se proposent à l'embauche pour rembourser. Mais si l'argent ne peut être créé qu'à partir d'emprunts, comment la société peut être délivrée des dettes? Elle ne peut pas. Et c'est l'objectif. Et c'est la peur de perdre ses avoirs, secondée par la lutte pour garder le dessus, avec une dette perpétuelle et l'inflation inhérente au système, aggravée d'une pénurie incontournable dans la provision d'argent même, créée par des intérêts qui ne pourront jamais être remboursés, qui gardent l'esclave salarié dans ce chemin. Courant sur une roue de hamster, avec des millions d'autres, en effet propulsant un empire qui ne bénéficie réellement qu'à une élite au sommet de la pyramide. Car, à la fin de la journée, pour qui travaillez-vous réellement? Les banques. L'argent est créé dans une banque et inévitablement finit dans une banque. Ce sont les véritables maîtres, accompagnés des corporations et des gouvernements qu'ils supportent. L'esclavage physique oblige à nourrir et loger les gens. L'esclavage économique oblige les gens à se nourrir et se loger eux-mêmes. C'est l'une des arnaques les plus ingénieuses de manipulation sociale jamais créée,
Et à la base, c'est une guerre invisible contre la population. La dette est une arme utilisée pour conquérir et asservir des sociétés, et les intérêts sont ses munitions principales. Et comme la majorité vit ignorante de cette réalité, les banques, en association avec les gouvernements et les corporations, continuent à perfectionner et étendre leurs tactiques de guerre économique, générant de nouvelles bases, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tout en inventant un nouveau type de soldat, la naissance de l'assassin économique. Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global, et nous travaillons de nombreuses façons différentes. Mais peut-être que la façon la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources, comme le pétrole, alors nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays en plus de nos grosses corporations. Mais certainement pas à la majorité des gens du tout. Dans tous les cas, les gens, dans l'ensemble du pays, conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent payer. Et cela fait partie du plan. Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons auprès d'eux et disons « Écoutez, vous nous devez énormément d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Alors vendez-nous votre pétrole à bon marché pour nos compagnies pétrolières. Permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak ou votez avec nous dans le prochain vote aux Nations Unies pour que leurs compagnies d'électricité deviennent privatisées ou leur eau et systèmes de canalisation soient privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses et manières typiques dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent un pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Et vous demandez ce quiproquo, que vous appelez conditionnalité, terme du FMI désignant certaines exigences ou bonne administration, ce qui signifie qu'ils doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leurs sociétés de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple renvers dévastateur. Le besoin d'un tueur à gages économique est né au début des années 50, alors que Mossadegh venait d'être élu démocratiquement en Iran. Il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient et considéré comme l'homme de l'année selon le Time Magazine. Une chose qu'il a apportée et fini par appliquer était que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour leur pétrole qu'elles ne le faisaient et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange. Nous n'avons pas aimé cela, bien sûr. Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisons normalement, qui est d'envoyer des militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars. Et cela fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps, il réussit à faire renverser Mossadegh et fit entrer le Shah d'Iran pour le remplacer, ce qui a toujours été favorable au pétrole. Et c'était véritablement efficace. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. De retour aux États-Unis, à Washington, les gens ont observé et dit « Wow, c'était facile et bon marché ». Donc, ceci a établi une nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt est qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il s'était fait prendre, les conséquences auraient été dramatiques. Donc, très rapidement, à ce moment-là, décision fut prise d'utiliser des consultants privés pour passer l'argent depuis la Banque mondiale ou le FMI ou l'une des autres agences équivalentes ou de faire appel à des gens comme moi qui travaillons pour des sociétés privées afin que si nous étions pris, il n'y ait pas de conséquences gouvernementales.